discussion qui a pour sujet les initiatives locales vont-elles renverser le capitalisme. Pour alimenter un peu ce débat collectif, on a convié Hervé Kempf à ma gauche, que je le laisserai se présenter, et Mathieu qui est un habitant de Rouen actuellement et qui était un des inculpés dans l'affaire Tarnac, qui vous présentera ensuite. Voilà, et je voulais te passer le micro. Oui. Oui, je ferai des images ici pour les bouillons. Si ça pose problème à certains, vous pouvez me le dire. Mais de toute façon, je vais rester plutôt centré sur les intervenants. Donc a priori, et comme il y a très peu de lumière, on voit pas trop les visages. Voilà. Merci. Ah oui. Bonjour, je suis journaliste à Reporter, quotidien d'écologie, et par ailleurs j'ai écrit divers livres dont Pour sauver la planète, sortez du capitalisme, ou l'oligarchie, ça suffit, vive la démocratie. Il y a un livre sur Notre-Dame-des-Landes aussi. Oui, moi j'ai peu de choses à dire pour me présenter. Oui, je fais partie des gens qui ont été arrêtés et mis en examen dans l'affaire de Tarnac, dont certains ont peut-être quelques réminiscences, c'était en 2008. Et donc on est une position parmi d'autres dans le mouvement révolutionnaire aujourd'hui. Et donc c'est un peu à ce titre-là que j'ai discuté. Oui, d'accord. Vous avez entendu. Donc, voilà, moi je suis là en tant que mis en examen dans l'affaire de Tarnac, et il y a un certain nombre de textes qui nous sont attribués par la police, comme un livre qui s'appelle L'insurrection qui vient, qui est signé du Comité Invisible, ou un autre qui est sorti récemment qui s'appelle À nos amis, qui est aussi signé du Comité Invisible. Et donc c'est un peu à partir de la lecture de ces textes-là que je parle. Vu qu'il faut se présenter, je suis désolé, je dis un truc un peu pourri. Merci beaucoup Mathieu et Hervé. Bon, alors je vous propose comme première question, et puis ce sera peut-être la seule et unique, on verra comment ça part après. Pourquoi des initiatives locales peuvent être pertinentes parfois? Qui voudrait répondre? Pour renverser le capitalisme. En fait, j'avais un petit peu oublié que je venais pour parler de ça. Donc la question c'était les alternatives locales peuvent-elles renverser le capitalisme? Alors il y a deux façons de répondre, c'est de dire l'une oui et l'autre non. Alors le oui, ça suffirait. Alors il faudrait que toutes ces initiatives et alternatives soient tellement convaincantes qu'elles, par une espèce de contamination des idées, des exemples, de la bonne volonté et de la générosité qui les animent, convaincraient l'ensemble de nos concitoyennes et concitoyens de les adopter, et voilà. Et la deuxième réponse qui me paraît plus convaincante, en tout cas c'est celle que je partage, c'est non, les alternatives locales ne peuvent pas renverser le capitalisme si on en reste aux alternatives locales. C'est-à-dire qu'à la fois, alors je ne sais pas d'ailleurs alternative locale ou pas locale, c'est local. Bon. Le local, il est partout par définition, donc il y a le fait de dire alternative locale veut dire qu'on espère qu'il y en aura beaucoup, parce que partout il va y avoir des alternatives. Mais pour aller rapidement, c'est à la fois absolument essentiel de vivre ce qu'on appelle des alternatives au mode d'existence dominant du système capitaliste ou de la société de consommation, à la fois en termes d'épanouissement personnel, d'émancipation personnelle, c'est-à-dire de s'émanciper de l'univers marchand, du rapport marchand et du rapport de consommation, et qui s'associe évidemment à un rapport de domination. Donc c'est un premier niveau qui rend ces alternatives absolument
plus que pertinentes, utiles, et si les gens les vivent, c'est parce qu'ils sont bien dedans. Un deuxième niveau, c'est de dire que par ces alternatives, on crée du collectif en fait, parce que ces alternatives ne sont jamais des alternatives personnelles. Là, on ne parle pas de New Age et découvrir la méditation et les 40 secrets du sage hindou qui vous permettront de... Non, c'est des démarches collectives, et donc la personne, l'individu se découvre dans le collectif et dans la démarche alternative une nouvelle interaction, une nouvelle relation personnelle, en fait des nouvelles relations humaines par rapport à en fait, le mode de déshumanisation qui est fondamentalement le rapport capitaliste, puisque le rapport capitaliste, le capitalisme tend à ramener la relation humaine à une relation marchande en monétarisant tout. Parce que précisément ce qu'on essaye de faire dans les alternatives, ce qu'on appelle l'alternative, c'est de sortir de ce rapport uniquement marchand et de rentrer dans une démarche collective, de coopération, de nouvelle compréhension des individus avec les autres. Donc ça, c'est un deuxième point qui le rend extrêmement important et qui, d'une certaine manière, contrebat fortement la philosophie capitaliste. Mais ces alternatives n'ont pas de sens si elles en restent à cette formule du Zadig de Voltaire, qui est... C'est Zadig ou non, Candide, pardon. Je vais faire comme l'autre là qui... Vous voyez à quel point l'univers sémantique du capitalisme imprègne, nous contamine. Non, je crois que c'est à la fin. Enfin, peu importe, c'est... oui, Candide. Non, on ne peut pas se dire on va cultiver notre jardin, et en tout cas cultiver notre jardin ne suffira pas à renverser le capitalisme, ne serait-ce que, c'est juste un petit clin d'œil, c'est que le rumex qu'il faut arracher tous les jours dans les malheureux 1 hectare de la ferme des Bouillons qui se trouve là à votre gauche en sortant, c'est compliqué, et donc bon... Mais troisièmement, c'est que le capitalisme est tellement fort que d'une certaine manière, il faut rentrer dans des logiques collectives beaucoup plus fortes, à un niveau de démarche de lutter, de renverser ses pouvoirs. Alors on verra après ce que signifie renverser ses pouvoirs. Mais en tout cas, il y a des choix qui s'imposent à nous par exemple, si on fait une alternative de faire du vélo, qui est la première forme d'alternative qu'on fait, mais que l'univers partout est rempli d'autoroutes, de choix pour l'automobile, ça suffit pas, quoi. On peut se faire plaisir en faisant du vélo, mais fondamentalement, on ne change pas la façon dont est organisé les transports. Donc ça suppose qu'il faut une bataille politique pour renverser la logique qui fait que le transport ne passe que par l'automobile. Puis il me semblait que j'avais une autre chose à dire. Au point on en était. Non, je crois que pour l'instant, c'est un peu ça, quoi. Alors, moi je suis un tout petit peu embêté par la question, parce que j'ai l'impression qu'en fait elle en contient deux, et que donc il faut un peu les scinder pour être capable d'y voir plus clair. Le premier pan de la question, c'est la question de ce que sont, de quelle est qu'est-ce que c'est que ces luttes locales, et la seconde qui est la question de l'alternative en soi, l'alternative quasiment comme idée politique. Et j'ai l'impression qu'il faut ça pose deux questions cruciales à mon avis pour nous. Alors pour le premier pan, qui est la question de la lutte locale, on voit bien qu'il y a une espèce de truc, pour y voir clair, il faut qu'on soit en mesure de faire notre propre histoire, au moins de ces 20 dernières années. Et donc, qu'est-ce qu'on a pu voir? Ce qu'on a vu, c'est que, je pense, beaucoup d'entre nous, de manière diffuse, hein, même indirectement, émanons du mouvement anti-globalisation et ensuite altermondialiste. Et qu'est-ce qu'a posé ce mouvement, donc on peut dire au milieu, fin des années 90, c'était l'idée que le monde étant globalisé, etc., il fallait y apporter une réponse globale. Et donc on a eu toute la série des contre-sommets, etc., où tout le monde prenait l'avion de l'autre bout de la Terre pour aller qui discuter avec José Bové, qui casser des vitrines. Et dans ce mouvement, il avait quelque chose d'assez étrange et ambigu, c'est que à la fois il énonçait
un nouveau paradigme, qui était la mondialisation et le fait que les conditions d'existence tendant à s'homogénéiser, la lutte contre le capitalisme se passait à cette échelle-là. Et de l'autre, c'était un mouvement qui était tellement déraciné de tout qu'il n'avait à peu près pas d'autre perspective que celle de soit bloquer quelques hommes politiques pour un sommet. Enfin, en gros, c'est un truc qui n'avait pas de souffle, parce que même si les gens avaient raison, mais ça avait pas de souffle, ça avait pas d'épaisseur. Et alors, moi j'ai l'impression que et donc ça a aussi un petit peu signé quelque part la fin de ce qu'a été de ce qu'ont été les mouvements sociaux. Il y a vraiment, en fond, il y en a beaucoup moins qu'avant, c'est plus la forme primordiale. Et donc c'est comme si toutes les espèces de nouvelles initiatives locales qu'on voit aujourd'hui, donc ici c'en est un exemple, Notre-Dame-des-Landes c'en est un, le TST c'en est un, la lutte dans le Val de Suse c'en est un. On voit que c'est un peu le nouveau paradigme des luttes. Et là, ça pose un nouveau problème. Et c'est comme si, en fait, quelque part, le mouvement révolutionnaire s'était dit, bon, on en a marre de l'espèce d'abstraction de la globalité. Oui, bon, les contre-sommets, très bien, mais on est nulle part. Donc il fallait se tenir à quelque chose, se tenir à un terrain, se tenir à un lopin de terre, se tenir à quelque chose de palpable, de matériel. Ce qui, à mon avis, est une très bonne chose. Et en même temps, on voit bien que ça produit une espèce d'autre flux qui est que on voit bien que c'est pas une somme de résistance locale qui effectivement est en mesure de ralentir le désastre que peut être la société actuelle. Et moi j'ai l'impression que ce qu'il faut réussir c'est quasiment un truc de perception, il faut parvenir à sentir en quoi chacune de ces expériences locales, ce qu'elle a en son sein, c'est absolument pas sa pure localité, c'est en fait son caractère global. C'est-à-dire que ne pas faire du global une espèce d'abstraction, mais de voir qu'en fait le cœur de chacune des choses qu'on peut faire et qui peut mener à la lutte, etc. C'est l'époque, c'est la vie même et les conditions matérielles mêmes de la vie qui nous est faite. Ça, c'est son premier point. En gros, il ne faut surtout pas se laisser piéger dans le débat entre global et local. En réalité, les luttes locales ne peuvent être fortes et puissantes et victorieuses que à la condition qu'elles aient en leur cœur l'époque. Et donc quelque chose qui les dépasse grandement. Et donc, deuxième point qui me paraît important sur la question des alternatives, il y a au moins depuis 40 ans, dans les mouvements politiques, on va dire, d'extrême gauche ou révolutionnaire, ou quelles que soient les tendances, il y a toujours eu une espèce de débat, d'alternative pour le coup, où il faudrait choisir entre la révolution, on va dire qu'il peut être avec le paradigme marxiste, où on se dit, bon, on souffre beaucoup aujourd'hui, mais on va œuvrer pour la lutte, et puis un jour ce sera la révolution, et ensuite le soleil brillera et tout ira très bien. Ou alors la deuxième possibilité, la deuxième option qui était de se dire non mais en fait on s'en fiche de la révolution, ce qui est important c'est ce qu'on vit aujourd'hui, et donc ce qui est crucial c'est ce qu'on arrive à mettre en place de manière alternativement à l'ordre capitaliste. Et alors, ce qui est marrant dans cette opposition-là, c'est que en fait, elle recouvre une contradiction. En général, les questions qui se posent aux révolutionnaires se sont posées d'un point de vue religieux à un moment ou à un autre. Et en fait, elle reconduit une dichotomie qui est déjà existante au sein notamment du christianisme, où il y a la question de est-ce que le paradis c'est ce qui vient après qu'on ait fait pénitence et de longue souffrance, etc. Et donc on justifie le fait de souffrir par le fait que plus tard ça sera mieux, ou alors est-ce qu'on se dit que l'avènement du royaume de Dieu c'est ici et maintenant et ça a déjà eu lieu et puis donc on est bien tranquille, enfin c'est bon, on est tranquille, on a juste à se dépatouiller entre nous. Et alors ce qui est marrant c'est qu'il y a une autre possibilité théologique qui elle en fait consiste à couper à ne pas choisir entre cette dichotomie qui se trouve dans une espèce de petite secte judaïque du XVIe siècle et qui consiste à dire en fait l'avènement du royaume de Dieu peut arriver à tout instant. Il y en a des éclats qui sont possibles, qui sont là à chaque instant, et le geste à faire
c'est pas de croire qu'on est déjà dans le royaume de Dieu, mais que vu qu'il est possible à tout instant, vu que le Messie peut arriver, peut ouvrir la porte à tout instant, il faut récapituler tous les éclats divins qui existent et se tenir à ça, et c'est de là que le royaume de Dieu advient. Et donc on voit bien que la métaphore elle fonctionne assez bien, c'est que la question c'est comment est-ce qu'on ne se laisse pas accoler soit à l'alternative, soit au grand soir. Et j'ai l'impression que c'est ça la ligne intelligente pour nous, parce qu'on voit bien que l'idée que ça serait possible d'être une alternative au capitalisme, c'est pas vrai. Le monde du capital, le monde de la marchandise n'a pas d'extérieur, enfin, et donc on peut pas être en paix avec le capitalisme. Et alors après, certains, mais c'est une position politique qui est différente parce qu'elle se situe sur un tout autre plan politiquement, mais on pourrait se dire parce qu'il faudrait en fait, ça serait instaurer un capitalisme vert. Moi je pense que, il y a quelques années, nous on pouvait écrire que c'était certainement la prochaine évolution du capitalisme, sous couvert de contrôle généralisé de la population, etc. Là franchement, au vu de la situation générale, le capitalisme vert, je pense vraiment pas qu'il va devenir. Et donc voilà, d'un côté on voit bien que toute alternative, si elle reste seule et alternative, meurt. Enfin, c'est l'action sans faire un intello, chez Spinoza, l'action de la puissance, soit on accroît sa puissance, soit on s'empoisonne, mais il n'y a pas de stabilité. Et donc on voit bien que soit ce qui relève de l'alternative s'étend toujours plus et prend toujours de la puissance et embarque à un certain point le capital avec lui, soit les gens s'entretuent dans des fermes en ayant marre de marcher dans la boue. Voilà. Et de la même manière, on voit bien qu'il n'y a pas à proroger indéfiniment la question politique en disant oui, et la question de ce qu'on vit au quotidien au prétexte que après la révolution ce sera super, ce qui est évidemment est une foutaise. Et là, je pense qu'il faut tenir la ligne qui traverse ces deux alternatives. Voilà. Je propose juste un petit point technique que Mathieu et Hervé discutent encore peut-être une vingtaine de minutes, et puis après on fera des échanges tous ensemble si tout le monde est ok. Ok, bon, très bien. Ouais, je rebondis en fait parce que Mathieu me donne à penser. Le premier point que j'ai envie de souligner, c'est déjà à quel point la récupération des alternatives est en train de se faire, enfin, ce qu'on appelle des alternatives, est en train de se faire par le capitalisme. C'est-à-dire que, par exemple, récemment, la BNP a lancé quelque chose de soutenir les initiatives. Voilà, c'est-à-dire que ce mouvement de récupération, de lessivage est déjà en route. Donc ça veut dire qu'on est maintenant déjà à un moment stratégique, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à ce qu'on appelle des alternatives, par exemple toutes les ZAD, toutes les luttes et un certain nombre de choses qui sont exprimées par exemple par Alternativa, changent de cliquet parce que les autres sont déjà en train de rattraper à ça. Et vous savez que la capacité de récupération du capitalisme est forte. Et donc je ne connaissais pas du tout Spinoza ou cette idée que tu racontais très bien, mais si on ne passe pas à un nouveau degré, ça sera absorbé, quoi. La deuxième direction dans laquelle j'ai envie de partir, c'est... mais peut-être que c'est que je sais pas comment dire. Moi, je viens plutôt ma référence, c'est pas la révolution. Ça ne veut pas dire que je pense du bien ou du mal de la révolution, ou du mal d'ailleurs, mais que ma référence est peut-être celle d'un certain nombre de gens qui sont engagés dans des alternatives. Ça vient de l'écologie et de la perception, de la compréhension, du sentiment très fort qu'on est dans une crise écologique absolument dramatique et que l'enjeu essentiel est ça, d'éviter l'aggravation de la crise écologique, pour faire en sorte que on n'aille pas vers un avenir que l'on sent se dessiner avec assez de vraisemblance, de pollution généralisée, de rapports sociaux de plus en plus durs, d'inégalités croissantes et cette évolution autoritaire de l'oligarchie dans la guerre des ressources, dans la répression des mouvements protestants du fait de l'évolution dramatique de la situation. Voilà. Donc on va laisser notre jeune camarade trouver une manière personnelle immédiate, mais peut-être prends-le sur tes genoux, ou
il a envie d'être avec toi, je crois. Non, il va avec son frère. Ouais. Camarade. Et donc voilà, et c'est intéressant que tu te réfères à l'idée du paradis en évoquant le substrat chrétien qui évidemment imprègne très fort la culture dans laquelle on est, hein, puisque si on fait des alternatives, on est quand même totalement baigné du monde dans lequel on est, et ce monde on le connaît bien, et paradoxalement, enfin je sais pas si c'est un paradoxe, mais la pensée écologique, elle se définit beaucoup par rapport à l'Apocalypse, et donc c'est intéressant que toi tu raisonnes par rapport à la Révolution, et donc à cette idée du paradis, de l'avènement de la société où les humains seront totalement émancipés, libres de lire Platon le matin et d'aller à la pêche l'après-midi, alors que beaucoup d'écologistes pourraient être imprégnés de l'analyse apocalyptique, mais interprétée par Hans Jonas, hein, ce très grand livre et cette très grande pensée qui est le principe de responsabilité, où on cherche à définir la problématique écologique et donc la problématique du destin humain dans les conditions historiques actuelles par rapport à la possibilité que l'univers de la technique nous conduise vers le désordre général, et un désordre général que Hans Jonas et beaucoup, me semble-t-il, d'autres penseurs écologiques caractérisent très bien comme une déshumanisation. Donc déjà, il y a deux fils qui, je pense, il nous faut réussir à réunir, parce que l'avenir des alternatives, on va rester sur ce mot, c'est un mot technique, hein, je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est pas ça qu'on veut dire, mais n'a de sens que si on arrive à unir des courants différents. Et de la même manière que tu citais le mouvement intermondialisation, qui en fait s'est beaucoup enrichi à partir du moment où il a intégré dans sa tradition philosophique, politique, qui venait en gros du marxisme et de la gauche et de la question sociale, a intégré totalement la question écologique, et la même fait que le mouvement écologique a beaucoup progressé, me semble-t-il, depuis quelques années, parce qu'il a nettement intégré la question sociale, même si Gors et Bookchin l'avaient posé déjà dans les années 70, mais maintenant c'est vraiment clair, et donc je pense que la question du capitalisme vert ne se pose plus, et même du développement durable ne se pose plus vraiment au sein du mouvement écologiste dynamique, mais là je vais peut-être un peu vite. Il faut qu'on arriverait d'une certaine manière, et peut-être, je ne sais pas si c'est possible ou pas, mais si on reste à cette piste de discussion, à voir qu'est-ce que signifie de se référer d'un côté au paradis et de l'autre à l'Apocalypse. Moi je dirais, mais ce que je comprends bien, c'est que tu parles beaucoup de l'instant, c'est-à-dire aussi de comment ici et maintenant on fait les choses, on vit les choses. Voilà, bon, je ne sais pas si tout ça est... Plusieurs choses. C'était évidemment une image, hein, le paradis, tout ça. Une métaphore, hein, mais... L'espoir révolutionnaire qui... Oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ah oui, non, enfin... Oui. Non, c'est pour que tout le monde le sache. Je ne crois pas vraiment que Dieu va arriver à le sauver. Non, ça, ce qui est compliqué, c'est que dans la vision, à mon avis, dans la vision apocalyptique, c'est que l'apocalypse, c'est précisément pour vraiment garder la métaphore religieuse, hein, je suis désolé. L'apocalypse, c'est pas la fin du monde, c'est l'infini fin du monde, c'est la fin du monde qui n'arrive jamais. Et je pense que à mon avis, c'est une des faiblesses dans l'écologie de manière générale, parce que dans le fond, qu'est-ce qui est essentiellement apocalyptique aujourd'hui, c'est le gouvernement, et le gouvernement pas dans le sens où notre gouvernement, mais cette manière particulière d'exercer le pouvoir qu'est le gouvernement. Et donc aujourd'hui, on voit que on est dans une relativement nouvelle situation, qui est que la totalité de la sphère de la politique classique est apocalyptique. Pourquoi elle est apocalyptique? Parce que la seule chose qu'elle parvient à dire et à promettre, c'est de dire, écoutez, oui, ça va s'effondrer, écoutez, oui, c'est la crise, écoutez, oui, voilà, vos enfants vont tous mourir d'un cancer, mais bon, on va essayer de faire que ça soit pas exactement demain, peut-être sera après-demain, enfin, votez pour nous, faites-nous confiance, et on va s'arranger pour retenir le moment d'effondrement. Et ça, c'est un changement, non, mais de toute la sphère politique, en fait, et donc, soit pour la crise entre guillemets économique, entre guillemets écologique, etc. Et donc, on est face à une espèce de nouvelle situation politique où la politique classique ne promet plus elle promet aucune positivité, elle promet aucune meilleure manière de vivre. Elle dit juste, écoutez, voilà,
on va retenir la fin du monde. Et tout ça, elle est essentiellement apocalyptique. Et le problème, c'est que, à mon avis, c'est que, peut-être dans une moindre mesure, mais dans le fond, le mouvement écologiste parvient pas à se défaire de ce paradigme-là. Et donc, parce que on voit bien ce que ça peut produire, la catastrophe, enfin en gros la conscience de la catastrophe, elle produit deux choses. Soit elle produit une espèce de paralysie et justement la volonté de retenir, la volonté apocalyptique de retenir la fin du monde, soit elle nous permet d'accéder à un champ d'expérimentation absolument libre de toute entrave et de toute légitimité. Et ça, oui, c'est vraiment un truc, c'est vraiment quelque chose, c'est crucial de réussir à penser à ça, parce que on voit bien en quoi l'écologie peut devenir très facilement l'espèce de nouvelle morale du capitalisme, ou du monde capitalisé, enfin, la morale des citoyens dans le capitalisme, et à quel point est-ce qu'en fait ça peut être une énième manière de suspendre et de retarder la fin effective du capitalisme. Et juste pour revenir, je vais faire une autre image par rapport aux questions de l'alternative et ça, c'est qu'il y a un penseur quelconque, il est intéressant, mais qui a dit quand même 2-3 trucs intéressants, qui s'appelle Dumézil, qui est pas un penseur ami, et Dumézil, il dit une chose qui me paraît vraiment lumineuse, c'est qu'il dit qu'en fait, ce qui fait en fait toute force humaine, toute société, c'est le fait que soient tenues ensemble trois figures. Et donc les figures, il les nomme, il dit la figure du paysan, la figure du guerrier et la figure du prêtre. Et j'ai l'impression que on peut en fait se réapproprier cette tripartition. On voit bien que aujourd'hui, si on veut être en mesure d'en finir avec le capitalisme, il faut être capable de penser ce que sont les nouvelles formes de la domination, de penser comment fonctionne le monde, comment fonctionnent nos rapports, etc. Et on peut dire que donc ça c'est le prêtre, c'est la capacité théorique à penser le monde. Le deuxième plan qui est celui du paysan, on voit bien, c'est la capacité à s'auto-organiser, la capacité à se doter de moyens, la capacité à être matériellement plus fort. Et la troisième possibilité, qui est la figure du guerrier, qui est en gros la possibilité de pas défaillir face au pouvoir. Et j'ai l'impression que notre rôle quasi historique, c'est de réussir à tenir ces trois points ensemble. Parce que dès qu'il y en a un qui s'isole, on voit bien que juste la figure du paysan, franchement, moi pour avoir beaucoup d'amis qui travaillent à la campagne, etc., qui font un travail, si on est seul, sans perspective politique, à être un paysan, ça va pas, quoi. Si on est un théoricien et qu'on est tout seul à être théoricien, on devient une espèce d'universitaire qui a à peu près plus rien à dire, parce qu'il comprend plus rien du monde. Et si on est seul à vouloir se battre contre le reste du monde, on devient une avant-garde de lutte armée qui ne comprend plus rien au monde non plus. Et donc le point sage, le point intelligent, c'est celui qui arrive à tenir ces trois pans de l'existence ensemble. Et voilà. Et ça, j'ai l'impression que c'est notre tâche historique. Je suis avec toi. Bon, les deux. Il en faut 3 alors. Hervé, je te laisse répondre et puis je sais pas, éventuellement peut-être pour avant de te passer la parole en face, si tu pouvais voir toi, qu'est-ce que tu vois comme alternative locale et internationale pour renverser le capitalisme aussi, quoi. Bonne chance. C'est une question, on doit essayer de s'aventurer à y répondre. Mais ça, t'es pas du tout obligé de passer par là. Non, mais d'abord, je sais pas, je suis même pas dans la logique de renverser le capitalisme. Non, mais parce que je vois les rapports de force. Bon, pour soyons clairs, pour les alternatives, à la fois développer ce qui existe, et en même temps dans les luttes. Et heureusement que ce soit
ici, que ce soit au Testet, que ce soit à Notre-Dame-des-Landes, que ce soit dans le... Enfin, je connais moins bien le lieu de Val-de-Suse, mais on suit le Lyon-Turin et d'autres endroits. À Bure aussi, qui est un lieu intéressant dont il faudra parler, etc. De plus en plus, il y a cette intrication entre la lutte, et une lutte qui locale, mais très rapidement se comprend à la fois dans le local et le global. C'est-à-dire que ce qui fait aussi la force de ces luttes, c'est qu'elles savent se généraliser, et elles savent voir à quel point quelque chose qui s'enracine à un endroit précis peut donner une lecture et une natte de force, et trouve sa force parce qu'elle fait une lecture générale d'un système, et souvent aussi créer des coopérations fortes, et qui sont, par exemple, la ferme des Bouillons, je ne sais plus avec qui on parlait,